L'Odyssée de l'Alcubierre. Partie 1. Les naufragés de Kepler 442b. Il y a des nuits où l'univers vous parle. Pas avec des mots. Pas avec des sons. Mais avec cette sensation sourde, presque animale, que quelque chose là-haut vous attend et que toute votre existence n'était qu'une longue marche vers cet instant. Gabriel Lambert connaissait cette sensation depuis l'enfance. Depuis l'époque où, gamin de 8 ans sur les toits Marseille, il pointait un vieux télescope vers des étoiles qui n'avaient pas encore de nom dans sa bouche, mais qui en avaient déjà un dans son cœur. En 2812, cet enfant avait 53 ans, les tempes grises, et le grade de capitaine de première classe de l'agence d'exploration interstellaire. Et cette nuit-là, la nuit du lancement, il se tenait debout dans la salle de commandement de l'Alcubierre, les mains dans le dos, et il regardait les étoiles défiler derrière le hublot panoramique avec exactement le même silence qu'à 8 ans. L'Alcubierre. Le plus beau vaisseau jamais construit par l'espèce humaine. Long de 420 mètres, fuselé comme une pensée, il portait le nom du physicien mexicain qui, en 1994, avait osé écrire sur le papier ce que tout le monde croyait impossible. Une équation permettant de plier l'espace-temps lui-même. Miguel Alcubierre n'avait pas vécu assez longtemps pour voir ses formules devenir de l'acier, du titane et du plasma. Mais en cette année de 1812, son rêve brûlait dans les réacteurs du vaisseau qui portait son nom, et il allait changer l'histoire de l'humanité. À son bord, 15 hommes et femmes. 15 sur plusieurs milliards de candidats. 15 choisis non pas parce qu'ils étaient les meilleurs, bien que la plupart le fussent, mais parce qu'ils portaient quelque chose de rare et de presque indéfinissable, la capacité de supporter l'infini sans s'y perdre. Gabriel les connaissait par cœur. Il avait mémorisé leurs dossiers, leurs failles, leurs forces. Il savait que Liam Shen, son second, riait trop fort quand il était nerveux. Il savait que Nora Sheriff, son ingénieur en chef, dormait 4 heures par nuit et passait le reste à modifier des plans que personne d'autre ne comprenait. Il savait que le docteur Camille Rousseau emportait toujours avec elle une photo de sa fille. Il savait que Luca Moretti, son meilleur pilote, était également le pire joueur de cartes de la galaxie connue, et qu'il trichait quand même. Il aimait ces gens. Pas comme un père, il n'avait pas cette prétention. Mais comme quelqu'un qui sait que sa vie, la leur, et peut-être l'avenir de l'humanité sont attachés ensemble par le même fil. Leur destination, Kepler 442b. Une super-Terre. Une planète 30% plus grande que la nôtre, gravitant autour d'une étoile naine orange, à 1200 années-lumière du Soleil. Les télescopes de la génération précédente avaient détecté une atmosphère azotée avec traces d'oxygène, des signatures spectrales de chlorophylle, de l'eau liquide en abondance. La communauté scientifique s'était enflammée. Les politiques avaient suivi. Les budgets avaient explosé. Et voilà que l'Alcubierre filait vers ce monde inconnu à une vitesse apparente qui dépassait celle de la lumière, non pas en violant les lois de la physique, mais en les pliant avec élégance. Le moteur à distorsion comprimait l'espace devant lui, les tirait derrière, et le vaisseau glissait dans cette bulle comme une aiguille dans de la soie. 4 ans de voyage. 4 ans en quasi-stase pour la plupart de l'équipage, avec des rotations de veille soigneusement planifiées. 4 ans pendant lesquels la Terre s'était lentement transformée en un point parmi d'autres, puis en rien du tout, puis en un souvenir. Puis, au terme de ces 4 années, une aube. L'aube de Kepler 442b. Gabriel se souvient de ce moment avec une précision douloureuse. Il venait de sortir de sa capsule de stase, les muscles encore raides, la bouche sèche, les yeux qui brûlaient. Et il avait regardé par le hublot. Et il avait cessé de respirer. La planète était là. Bleue et verte, cerclée de nuages blancs, baignée dans la lumière orangée de son étoile. Familière et étrangère à la fois. Vivante, indiscutablement vivante. On aurait dit la Terre vue par un peintre qui l'aurait réimaginée dans une palette légèrement différente, les océans trop sombres, les continents trop arrondis, les pôles couverts d'une glace presque turquoise. Autour de lui, un à un, les membres de l'équipage sortaient de leur léthargie. Et un à un, ils s'approchaient des hublots. Et un à un, ils se taisaient. Liam Shen fut le premier à parler. Il posa la main sur l'épaule de Gabriel et dit, d'une voix qui tremblait légèrement. « On l'a fait, Gabriel. On est vraiment là. » Gabriel hocha la tête. Il ne trouvait rien à répondre. Certains moments sont trop grands pour les mots. Chapitre 1. L'incident. L'Alcubierre entama sa phase de décélération au 6e jour de l'approche orbitale. C'était la manœuvre la plus délicate du voyage. Pour passer de la vitesse supraluminique à une orbite stable, le moteur à distorsion devait être désactivé par paliers successifs,
chaque palier calculé à la milliseconde, prêt par les ordinateurs de bord et supervisé en temps réel par Nora Sheriff et son équipe. La moindre erreur, une fluctuation de champ, une anomalie dans les capteurs gravitationnels pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Nora le savait. Elle n'avait pas dormi depuis 48 heures. Elle avait les yeux cerclés de rouge et une tasse de café synthétique collée à la main, mais son cerveau tournait à plein régime. Elle avait fait cette simulation des centaines de fois. Des milliers. Elle connaissait chaque paramètre, chaque variable, chaque risque théorique. Elle n'avait pas prévu la fluctuation quantique. Personne ne l'avait prévu. Ce genre d'anomalie, une micro-instabilité dans le champ de distorsion, causée par une interaction improbable entre le champ de l'Alcubierre et la magnétosphère de Kepler 442b, avait une probabilité d'occurrence de 0,003%. On l'avait modélisée, théorisée, mise dans les manuels comme un risque purement académique. Elle se produisit quand même. Gabriel était dans la salle de commandement quand les alarmes retentirent. Pas les alarmes d'avertissement, les alarmes d'urgence, celles qu'on n'entend jamais dans les simulations parce que les instructeurs estiment qu'elles risquent de traumatiser les recrues. Un son strident, discordant, qui vous traverse les os. Fluctuation de niveau 7 dans le champ ventral. Cria Nora depuis sa console. Secteur C4 à C9 instable, je perds la cohésion du. Elle n'eut pas le temps de finir. L'explosion fut silencieuse dans le vide spatial. Mais à l'intérieur du vaisseau, elle fut un coup de tonnerre. Une onde de choc qui renversa Gabriel contre sa console, qui fit éclater les panneaux latéraux dans une pluie d'étincelles et de verre, qui aspira l'air des couloirs en une fraction de seconde avant que les cloisons étanches ne se referment automatiquement. 7 secondes. C'est le temps qu'il fallut pour que tout change. Le moteur à distorsion était mort. Une portion entière de la coque arrière, 20 mètres de titane composite, avait été arrachée dans l'explosion, emportée dans le vide comme une feuille de papier dans le vent. Et avec elle, 7 membres d'équipage qui se trouvaient dans ce secteur. Liam Shen. L'ingénieur Youssouf Al-Rachid. La physicienne Mira Okafor. 4 autres noms que Gabriel allait porter le reste de sa vie. Le capitaine se releva lentement. Du sang coulait de son sourcil gauche. Autour de lui, le chaos, les alarmes, la fumée, les voix qui criaient dans les intercoms. Il prit une grande inspiration. Puis une autre. Pas maintenant, se dit-il. Pas le droit de s'effondrer maintenant. Rapport de situation, dit-il d'une voix qui ne tremblait pas. Ce fut Nora qui répondit. Elle était debout, le visage pâle comme du marbre, une estafilade sur le bras. Mais debout. Moteur détruit. Navigation hors ligne. Communication longue portée, hors ligne. Elle marqua une pause. Nous sommes en chute libre vers la planète, capitaine. La gravité de Kepler 442b nous attrape. À notre vitesse actuelle, nous avons environ 6 heures avant l'impact. 6 heures. Gabriel regarda par le hublot de la salle de commandement. La planète bleue et verte avait grossi. Elle n'était plus une vision lointaine et lumineuse, elle était une masse imposante, réelle, qui les tirait vers elle avec une patience absolue. Nora, dit-il. On commence les réparations. Tout ce qu'on peut faire pour contrôler la descente, on le fait. Lucas. Le pilote italien apparut au seuil de la porte, une brûlure sur la joue, les yeux lucides malgré tout. Capitaine. Tu vas piloter ce vaisseau jusqu'à la surface. Je ne te demande pas un atterrissage parfait. Je te demande que des gens soient encore en vie quand on touche le sol. Lucas hocha la tête. Sans un mot de plus. C'était tout ce que Gabriel avait besoin de voir. Les 6 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie du capitaine. Chapitre 2, la chute. Ils travaillèrent sans relâche. Nora et Darius Cole, un technicien au calme déconcertant, passèrent 3 heures dans les entrailles fumantes du vaisseau à tenter de redonner vie aux propulseurs secondaires. Pas assez pour freiner vraiment. Mais assez, peut-être, pour incliner la trajectoire, pour choisir où il tomberait plutôt que de subir l'impact en aveugle. Raphaël Santos, le biologiste, et Zara Lynn, l'exobiologiste, furent chargés d'analyser les données de surface transmises par les derniers capteurs fonctionnels. Ils cherchaient une zone d'atterrissage viable, quelque chose de relativement plat, éloigné des grandes étendues d'eau, accessible après l'impact. Le docteur Camille Rousseau, elle, préparait le cockpit médical. Elle savait que des blessés l'attendaient après l'atterrissage. Elle se préparait à tout fracture, brûlure, traumatisme crânien. Elle rangeait ses instruments avec la précision mécanique de quelqu'un qui refuse de penser à ce qui l'attend. Et Talia Romanoff,
la plus jeune de l'équipe, à peine 26 ans, s'assit devant ce qui restait des systèmes de communication et commença à envoyer des signaux. Pas vers la Terre, la distance était trop grande, les émetteurs trop endommagés. Mais dans toutes les directions. Un appel dans le vide. Nous sommes là. Nous tombons. S'il vous plaît. Elle savait que personne ne répondrait. Elle envoya quand même. Au bout de 4 heures, Nora remonta dans la salle de commandement, couverte de suie et de lubrifiant, les mains tremblantes d'épuisement. Les propulseurs secondaires sont en ligne, dit-elle. 30% de poussée. C'est tout ce que j'ai pu faire. C'est suffisant? Demanda Gabriel. Elle le regarda un long moment. Ça nous permettra de choisir notre point d'impact. Pas de survivre proprement. Mais, oui. Ça change tout. Gabriel se tourna vers Lucas. Tu as vu les données de surface? Oui. Il y a une région montagneuse à l'ouest du continent principal. Des forêts denses, un réseau de rivières, un plateau assez large pour nous recevoir. Pas idéal. Mais le moins mauvais choix. Alors c'est là qu'on va. Les 2 dernières heures furent presque étranges. Une fois la trajectoire verrouillée, une fois que chacun fut sanglé à sa place, il ne resta plus rien à faire qu'à attendre. Et attendre. Et regarder la planète grandir dans les hublots jusqu'à occuper tout le champ de vision, jusqu'à ce que les nuages soient visibles à l'œil nu, puis les montagnes, puis les forêts, vertes et violettes et vivantes. Gabriel pensa à Liam Shen. Il pensa à sa fille, à Marseille. Elle avait 15 ans quand il était parti. Elle en aurait 23 à son retour prévu. Maintenant, il chassa la pensée. Contact atmosphérique dans 30 secondes. Annonça Lucas. Tout le monde se tient. La rentrée atmosphérique fut un enfer de feu et de bruit. L'Alcubierre, conçu pour glisser dans l'espace et non pour affronter une atmosphère à pleine vitesse, vibrait comme s'il allait se désintégrer. Des panneaux chauffants rougissaient. Des systèmes tombaient les uns après les autres. Quelqu'un hurlait, Gabriel ne sut jamais qui. Et puis, le sol. L'impact fut brutal, sourd, définitif. Le vaisseau rebondit 1 fois, 2 fois sur le plateau rocheux, labourant la terre sur 200 mètres avant de s'immobiliser contre une ligne d'arbres trop massifs. La coque gronda longtemps. Les alarmes continuèrent à sonner dans le vide d'un silence soudain. Puis ce fut le calme. Le premier son que Gabriel entendit, après le silence, fut un oiseau. Ou quelque chose qui ressemblait à un oiseau, une créature qui chantait, dehors, comme si rien ne s'était passé. Il réalisa qu'il respirait. Il réalisa que tout le monde respirait. Tout le monde check, dit-il d'une voix rauque. Dites-moi que vous êtes là. Les voix répondirent une à une. 8 voix. 8 survivants. Quelques blessés, Darius avait l'épaule démise, Zara une côte fêlée, Camille une commotion légère mais vivant. Tous vivants. Gabriel déboucla son harnais. Se leva. Marcha jusqu'à la porte de secours latérale. L'ouvrit. L'air entra comme une vague chaud, humide, chargé d'odeurs qu'il n'avait jamais respiré de sa vie. Quelque chose comme de la résine, quelque chose comme des fleurs, quelque chose d'animal et de vert et d'ancien. Il sortit sur le plateau rocheux. Le sol était couvert d'une mousse d'un violet profond. Les arbres autour d'eux montaient à 20, 30 mètres, leurs feuilles translucides captant la lumière orangée de l'étoile et la redistribuant en reflets de cuivre et d'améthyste. Une rivière chantait quelque part, invisible mais proche. Dans le ciel, un ciel d'un bleu légèrement plus soutenu que celui de la terre, 2 petites lunes étaient visibles malgré le jour. Gabriel s'arrêta. Regarda. Et pour la première fois depuis 18 heures, il laissa quelque chose passer sur son visage. Pas la joie. Pas encore. Quelque chose de plus petit et de plus honnête. Le soulagement d'être en vie. Derrière lui, l'équipage sortait un à un, s'appuyant les uns aux autres, clignotant dans la lumière alien. Et un à un, ils s'arrêtaient. Et un à un, ils regardaient. Ce fut Raphaël qui brisa le silence, avec cette faculté qu'avaient les biologistes de nommer les choses. Dieu. Regardez-moi ça. Chapitre 3. Les premiers jours. Les premières heures furent consacrées à la survie pure. Camille s'occupa des blessés avec les réserves médicales récupérées dans la soute. Darius eut l'épaule remise en place avec un cri qu'on dut étouffer par une sédation légère et fut mis au repos pour 48 heures. Zara eut le thorax bandé et l'ordre formel de ne rien soulever pendant 2 semaines. Camille elle-même avala 2 analgésiques et continua à travailler. Pendant ce temps, Nora et Talia organisèrent le déchargement du vaisseau. Pas tout l'Alcubierre était trop endommagé,
certaines sont inaccessibles mais l'essentiel. Les générateurs solaires, les outils de survie, les rations alimentaires pour 90 jours, les armes à impulsion, les équipements scientifiques portables. Chaque objet sorti du vaisseau était inventorié, catalogué, posé avec soin sur la mousse violette. Gabriel observait et dirigeait. Il parlait peu et ne parlait jamais beaucoup, mais ses instructions étaient précises, et l'équipe les exécutait avec la discipline de gens qui savent que leur survie dépend de leur organisation. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'avait prévu. Kepler 442b avait un cycle de rotation de 22 heures, et l'obscurité arriva en moins de 7 heures après leur atterrissage. Une nuit profonde, presque totale, les deux petites lunes ne donnaient qu'une lueur diffuse, mais étrangement belle. Le ciel était d'une transparence absolue, et les étoiles. Les étoiles étaient différentes. Pas plus nombreuses qu'à 1200 années-lumière de la Terre, la voûte céleste était la même dans l'absolu, mais les constellations familières avaient disparu. Les repères de toute une vie Orion, la Grande Ourse, le Scorpion n'existaient plus ici. Il n'y avait que des étrangers lumineux, dans des arrangements que personne n'avait jamais nommés. Thalia s'assit à côté de Gabriel pendant qu'il montait la garde, cette première nuit. « Ça fait bizarre, dit-elle à voix basse. Les étoiles. Je les cherche, les bonnes, et elles ne sont plus là. C'est normal, dit Gabriel. On est loin. Loin, dit-elle, comme si le mot n'avait pas encore sa vraie taille. Il ne répondit rien. Ils restèrent silencieux un long moment. Les sons de la nuit s'élevaient autour d'eux, des bruissements, des sifflements, des claquements de membranes dans les arbres. Rien d'hostile, pas encore. Juste une planète vivante qui respirait dans l'obscurité. Capitaine, dit Thalia. Est-ce qu'on va rentrer? Gabriel réfléchit avant de répondre. Il n'aimait pas mentir. Je ne sais pas encore. Mais on va essayer. Et en attendant, on vit. Correctement. Elle hocha la tête. Ce n'était pas la réponse qu'elle espérait, mais c'était la bonne. Les jours suivants s'organisèrent avec une efficacité qui surprit Gabriel lui-même. L'équipe, sous le choc de la catastrophe, aurait pu s'effondrer, il avait vu ça, dans d'autres missions, d'autres crises. Des gens brillants qui s'éteignaient quand la pression devenait trop forte. Mais ces 8 personnes-là choisissaient l'inverse. Nora et Darius remirent en route un émetteur de fortune à partir des restes du système de communication. Le signal était trop faible pour atteindre la Terre, ça ils le savaient. Mais il envoyait quand même, sur toutes les fréquences, en boucle. Un phare dans l'obscurité interstellaire. Raphaël et Zara entamèrent les premières analyses biologiques avec une fièvre à peine contenue. Les spécimens étaient extraordinaires, chaque échantillon de mousse, chaque insecte capturé, chaque feuille d'arbre ouvrait des perspectives nouvelles. La biochimie locale utilisait des acides aminés similaires aux terriens, mais avec des variantes structurelles fascinantes. Convergence évolutive, disait Raphaël en secouant la tête, les yeux brillants. La vie, partout dans l'univers, trouve les mêmes solutions. Lucas, lui, avait pris en charge la sécurité du périmètre. Il avait identifié les premières traces de prédateurs, des empreintes à 6 doigts dans la boue de la rivière, larges comme une main d'homme, profondes comme celle d'un animal lourd. Des créatures qui les observaient depuis les ombres des arbres, la nuit. Jamais trop près. Jamais assez près pour être vues clairement. Elles apprennent à nous connaître, dit-il à Gabriel lors d'une réunion d'équipe. Comme nous apprenons à les connaître. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Pour l'instant, dit Gabriel. Restez en groupe. Jamais seul à plus de 50 mètres du camp. L'air était agréable, légèrement plus riche en oxygène qu'ils n'y étaient habitués, ce qui leur donnait un curieux sentiment d'énergie et de légère euphorie pendant les premières heures de chaque journée, avant que leurs organismes ne s'adaptent au fil de l'exposition. La nourriture locale restait à analyser, ils vivaient encore sur les rations du vaisseau, mais l'eau des rivières, après filtration et analyse, s'était révélée parfaitement potable. Presque douce, avec un goût minéral subtil que Lucas décrivit comme de l'eau de montagne italienne, mais en mieux. Partie 2, les héritiers de l'oubli. Chapitre 4, le monde vivant. Les premiers jours avaient été consacrés à survivre, à comprendre. Kepler 442b n'était pas une planète qui se laissait apprivoiser facilement. Elle se révélait par couches successives, comme un être vivant qui décide lui-même du rythme auquel il se dévoile. Et plus l'équipage la découvrait, moins il parvenait à rester indifférent. Raphaël Santos en était le premier témoin. Le biologiste avait cette faculté rare que ses collègues lui enviaient sans jamais vraiment l'admettre de regarder une chose vivante et de la voir vraiment, dans toute sa complexité et sa singularité. Et sur cette planète,
chaque matin lui apportait suffisamment de matière pour remplir une vie entière de recherche. La forêt qui encerclait leur camp était un premier sujet d'émerveillement. Les arbres, il leur avait déjà donné des noms provisoires dans son carnet holographique, des noms latins bricolés qui faisaient sourire Ara, pouvaient atteindre 40 mètres de hauteur, leur tronc d'un brun rougeâtre profond, leurs feuilles larges et translucides d'un violet qui virait au cuivré sous la lumière de l'étoile. Cette translucidité n'était pas un accident. Les feuilles étaient parcourues de nervures luminescentes qui pulsaient légèrement à intervalles réguliers, comme un cœur très lent. Raphaël avait prélevé des échantillons, les avait analysés, et était resté silencieux pendant 1 heure entière avant de dire à Zara, d'une voix étrangement calme. Ces arbres communiquent entre eux. Par les racines et par la lumière. Ce n'est pas de la bioluminescence passive, c'est un signal structuré. Variable. Intentionnel. Zara l'avait regardé. Tu es en train de me dire que cette forêt parle? Je suis en train de te dire qu'elle échange des informations, avait-il rectifié. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais ce n'est pas entièrement différent non plus. La faune était tout aussi déconcertante. Les créatures volantes que l'équipage avait comparées à des libellules géantes se révélèrent être d'une complexité neurologique surprenante. Leur système nerveux centralisé, très différent de celui des insectes terriens, évoquait davantage celui d'un vertébré. Elles chassaient en meute coordonnée, utilisaient des ultrasons pour communiquer, et semblaient avoir développé une certaine curiosité pour les nouveaux arrivants. Et plusieurs d'entre elles avaient pris l'habitude de tourner autour du camp à heure fixe, comme si elles établissaient des rondes d'observation. On les observe, dit Lucas un matin, les yeux levés vers une dizaine de ces créatures qui planaient à une vingtaine de mètres. Et elles nous observent. C'est presque poli. Il y avait aussi les prédateurs. Lucas en avait repéré 2 spécimens distincts au cours de ses patrouilles nocturnes, jamais vus de près, jamais assez proches pour être identifiés avec certitude, mais présents. Les empreintes à 6 doigts dans la boue de la rivière appartenaient à l'une de ces espèces. Une créature à la silhouette féline, d'après les traces de déplacement, mais d'une taille que Lucas estimait à celle d'un ours terrien. Elle ne s'approchait pas du camp. Elle ne s'éloignait pas non plus. Elle cartographie notre territoire, dit Lucas à Gabriel. Elle apprend nos habitudes, nos horaires. C'est ce que font les prédateurs intelligents. Intelligents, dit Gabriel. Tu es sûr de ce mot? Non. Mais je préfère me tromper dans ce sens-là. Gabriel acquiesça. C'était le genre de prudence qu'il appréciait. Darius Cole, lui, s'était consacré à quelque chose de moins spectaculaire mais potentiellement crucial, les minerais. Il avait parcouru les environs du site d'atterrissage avec ses scanners géologiques portables, prélevant des échantillons dans les affleurements rocheux, analysant les compositions du sol, remontant le cours de la rivière pour examiner les sédiments. Et ce qu'il avait trouvé avait changé de façon significative la conversation sur leur survie à long terme. La planète était extraordinairement riche. Les formations rocheuses de la chaîne montagneuse contenaient des concentrations massives de fer, de cuivre, de silicium, les matières premières d'une reconstruction technologique de base. Mais surtout, Darius avait prélevé dans un affleurement à 3 kilomètres du camp un minéral qu'il n'avait jamais vu, dont le scanner ne trouvait aucun équivalent dans sa base de données terrienne. Un cristal bleu-vert, d'une densité exceptionnelle, qui émettait une légère chaleur au contact et qui réagissait curieusement, inexplicablement à la proximité des équipements électroniques en amplifiant leurs signaux. Darius avait apporté l'échantillon à Nora. Elle l'avait tenu dans ses mains. Elle avait passé ses instruments dessus. Puis elle avait levé les yeux, et pour la première fois depuis le crash, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir avait traversé son visage. Si ce cristal fait ce que je pense qu'il fait, dit-elle lentement, on pourrait l'utiliser comme amplificateur pour notre émetteur radio. Multiplier la puissance du signal par un facteur, je n'ose même pas estimer. Assez pour atteindre la Terre? Demanda Darius. Peut-être pas la Terre directement, mais assez pour atteindre les relais interstellaires aux lisières du système solaire. Et eux, ils peuvent relayer jusqu'à la Terre. Darius la regarda un long moment. Alors on n'est peut-être pas aussi seul qu'on le croyait. Nora posa le cristal sur la table de travail avec une douceur qui contrastait avec son habituelle brusquerie. Comme si l'objet était fragile. Comme si l'espoir qu'il représentait était fragile. Pas encore, dit-elle. On n'est pas encore sauvé. Mais c'est un début. Chapitre 5. Les ruines. Ce fut Raphaël qui les trouva. Le 10e jour. Il était parti à l'aube avec Zara et Lucas, suivant la rivière vers l'ouest à travers une forêt qui s'épaississait progressivement. Raphaël voulait atteindre une zone humide qu'il avait repérée depuis les hauteurs, une concentration de végétation encore plus dense,
un point de biodiversité maximale. Il marchait vite, comme toujours sur le terrain, son carnet holographique ouvert, parlant à mi-voix d'une façon qui agaçait Lucas depuis des années et que Zara trouvait, en secret, fascinant. Il s'arrêta si brusquement que Zara lui rentra dedans. « Raphaël, qu'est-ce que... » Elle vit. Et elle se tut. Les ruines émergeaient de la forêt comme quelque chose que les arbres avaient choisi d'absorber plutôt que de détruire. Des structures à moitié enfouies, des murs courbes, des arches effondrées, des dalles inclinées sous le poids de siècles de végétation. Le matériau était étrange, ni métal, ni pierre, mais quelque chose entre les deux. Une surface gris-argent qui captait la lumière de l'étoile et la renvoyait avec un reflet légèrement nacré. Organique dans sa texture, presque comme si les structures avaient poussé. Lucas posa la main sur son arme à impulsion. Pas par peur, par réflexe. « Vous voyez ça depuis le camp ?» demanda-t-il à voix basse. « Non, » dit Raphaël sans quitter les ruines des yeux. La forêt nous les cachait complètement. Il s'avança lentement. Les structures couvraient une surface considérable, plusieurs hectares au moins, partiellement masqués par la végétation. Certains murs tenaient encore debout, leurs courbes évoquant davantage une architecture vivante, biologique, qu'une construction mécanique. Des inscriptions couraient sur les surfaces, des symboles gravés dans le métal pierre, répétés à intervalles réguliers, qui n'évoquaient aucune écriture terrienne connue. Et dispersés sur le sol, entre les blocs effondrés et les racines envahissantes, des sphères. Une douzaine au moins, de la taille d'un poing, d'un matériau semblable à celui des murs. Certaines ternes et inertes. D'autres, Raphaël s'accroupit devant l'une d'elles qui pulsait d'une lumière intérieure bleu pâle, très lente, comme un souffle. « Ne touchez à rien, » dit Lucas. « Je sais, » dit Raphaël. Il ne toucha à rien. Cette fois-là. Ils rentrèrent au camp en courant presque, et en 2 heures l'équipage entier était aux ruines. Gabriel marchait parmi les structures effondrées avec le silence de quelqu'un qui comprend instinctivement qu'il se trouve dans un endroit qui change les règles. Camille photographiait chaque inscription, chaque artefact, chaque détail architectural avec une méthode minutieuse qui traduisait une nervosité qu'elle refusait de laisser paraître autrement. Talia, la plus jeune, la plus téméraire, s'était accroupie devant une sphère lumineuse et la regardait avec une intensité presque hypnotique. « Talia, » dit Gabriel. « Distance. Elle ne fait rien, capitaine. Elle pulse juste. C'est comme si elle n'eut pas le temps de finir. » Sa main, peut-être par distraction, peut-être par une curiosité plus forte que la prudence, effleura la surface de la sphère. La réaction fut instantanée. La sphère s'embrasa d'une lumière vive, blanche et bleue. Les autres sphères, à travers tout le site, s'allumèrent en cascade, comme un réseau qui se réveille. Les inscriptions sur les murs s'illuminèrent à leur tour, chaque symbole brillant d'une couleur différente, formant des patterns complexes qui parcouraient les surfaces comme des vagues. Et au centre du site, là où plusieurs murs s'effondraient, formait une sorte de cour naturelle, un cercle de dalles s'enfonça dans le sol avec un grondement sourd. Un escalier apparut, descendant vers l'obscurité. L'équipage resta immobile une longue seconde. Ce fut Gabriel qui parla en premier, d'une voix parfaitement posée. « Torché. Armes. On descend ensemble. » Chapitre 6. Ce que le sol gardait. L'escalier menait à une salle vaste, profonde d'une dizaine de mètres sous la surface, dont les murs et le plafond étaient couverts du même métal pierre nacré que les structures extérieures. Mais ici, l'état de conservation était parfait, pas de végétation, pas d'humidité, pas de dégradation apparente. L'air était sec, légèrement plus froid qu'à l'extérieur, et chargé d'une odeur que personne ne parvint à identifier, quelque chose entre l'ozone et quelque chose d'organique, d'ancien. Les sphères ici aussi étaient présentes, enchâssées dans les murs à intervalles réguliers, et elles s'allumèrent à l'entrée de l'équipage, baignant la chambre dans une lumière douce et régulière. Sur les murs, les inscriptions s'organisaient en structures plus complexes qu'à l'extérieur des diagrammes, peut-être. Des cartes. Des séquences qui évoquaient une narration. Mais ce n'était pas ce qui cloua l'équipage sur place. C'étaient les capsules. 12 capsules alignées le long du mur du fond, d'un matériau translucide légèrement teinté de bleu, chacune de la taille et de la forme approximative d'un cercueil humain. Chacune connectée au mur par un réseau de filaments lumineux qui pulsaient lentement, régulièrement le même rythme lent que les sphères dehors. Les capsules n'étaient pas vides. Camille fut la première à s'en approcher. Elle posa la paume contre la paroi translucide de la première capsule, et sa lampe torche révéla ce qui se trouvait à l'intérieur. Un être humain. Un vrai être humain.
Un homme, d'une cinquantaine d'années apparentes, les traits détendus dans quelque chose qui ressemblait à un sommeil paisible. Il portait une combinaison spatiale, manifestement, mais d'un modèle que Camille ne reconnut pas immédiatement. Elle s'attarda sur les détails, la coupe, les matériaux, le logo cousu sur l'épaule droite. Un logo circulaire, une planète stylisée entourée d'une orbite, et dessous, en caractères latins légèrement différents de la typographie standard de 2812. Elle se pencha davantage. Agence spatiale terrienne mission Pégase 2387, dit-elle à voix haute. Comme si entendre les mots les rendait plus réels. Le silence qui suivit fut total. Raphaël s'approcha, regarda à son tour. Puis il se déplaça vers la capsule suivante, et la suivante encore, examinant chaque visage, chaque combinaison, chaque détail. 8 capsules habitées sur 12, les 4 autres vides et ouvertes, comme des sarcophages abandonnés. 8 personnes, dit-il. 8 êtres humains. En stase parfaite. Depuis 2387, dit Talia. Sa voix était étrange, presque inaudible. C'est il y a 425 ans. Mission Pégase, dit Gabriel lentement. Quelqu'un connaît ce nom? Personne ne répondit. Il connaissait toutes les grandes missions de l'histoire de l'exploration spatiale, c'était une connaissance de base pour n'importe quel membre de l'agence. Et la mission Pégase n'en faisait pas partie. Il n'y avait pas de mission Pégase dans les archives officielles. Une mission oubliée, dit Nora. Sa voix était dure, tranchante, comme elle devenait toujours quand elle refusait de laisser une émotion s'exprimer normalement. Ou effacée. Ce n'est pas la même chose. Non, dit Gabriel. Ce n'est pas la même chose. Zara s'était placée devant la section du mur la plus couverte d'inscriptions, des diagrammes complexes, comme des cartes stellaires. Elle avait sorti son scanner et analysé méthodiquement chaque symbole, les croisant avec sa base de données linguistiques. La plupart résistaient à toute tentative d'interprétation. Mais certains évoquaient quelque chose. Ces symboles, dit-elle sans se retourner. Regardez ici, et ici. Ce n'est pas une écriture alien. C'est une écriture hybride. Certains de ces caractères ont des structures qui dérivent de l'alphabet latin. D'autres sont autre chose. Comme si 2 systèmes d'écriture différents avaient été fusionnés. Humain et alien, dit Raphaël. Peut-être. Ou humain, et quelque chose qui ressemblait suffisamment à l'humain pour que les 2 systèmes se mélangent. Ce fut alors que Talia, qui explorait silencieusement le fond de la chambre, dit d'une voix qui ne tremblait qu'à peine. Il y a quelque chose ici. Elle pointait vers un panneau sur le mur latéral, plus petit que les autres, encadré de sphères lumineuses disposées en carré. Et au centre du panneau, gravé avec une précision qui tranchait avec le reste des inscriptions, une ligne de texte en anglais. Archaïque dans son orthographe, légèrement différent dans sa syntaxe. Mais lisible. Gabriel s'approcha. Lut à voix haute. Welcome to the Survivor. You are not the first. The path was open before you. Those who sleep were for those who will choose. Le silence dura longtemps. Bienvenue aux survivants, dit finalement Camille en français, traduisant pour elle-même autant que pour les autres. Vous n'êtes pas les premiers. Le chemin a été ouvert avant vous. Ceux qui dorment attendent ceux qui choisiront. Il savait qu'on viendrait, dit Lucas. Sa voix était parfaitement calme, ce qui était parfois plus inquiétant que la peur. Il savait que quelqu'un viendrait, rectifia Gabriel. Pas nécessairement nous. Quelqu'un. Il regarda les capsules. Les 8 visages endormis, préservés depuis 4 siècles et demi dans leur sommeil impossible. On les laisse dans leurs capsules pour l'instant. On ne touche à rien. On documente tout. Et demain matin, on tient une réunion d'équipe complète. Il se retourna vers l'escalier. Et que personne ne parle de ça ce soir. Dormez d'abord. Ce que vous avez à dire demain vaut mieux être dit avec un cerveau reposé. Personne ne suivit ce conseil. Chapitre 7. La fracture. La réunion du lendemain matin ne fut pas vraiment une réunion. Ce fut une tempête contenue dans les murs de fortune de leur campement. Gabriel avait installé les 8 membres de l'équipage autour de la grande table de travail qu'ils avaient récupérée du vaisseau, une habitude qu'il avait instituée dès le premier jour, parce qu'il croyait dans la valeur symbolique de s'asseoir face à face, de se voir. Personne n'était vraiment assis. Tout le monde était debout, ou à moitié debout, ou marchait de long en large. Nora Sheriff parla la première. Elle parlait toujours en premier quand elle avait quelque chose à dire, et elle avait toujours dit clairement. Il y a une technologie dans ces ruines.
Une technologie que nous ne comprenons pas encore, mais qui est visiblement fonctionnelle après 4 siècles. Ces cristaux que Darius a trouvés, les sphères, les systèmes de stase, tout ça représente un niveau technologique qui, combiné à ce qu'on a récupéré de l'Alcubierre, pourrait nous permettre soit de réparer le vaisseau, soit de construire un émetteur assez puissant pour être entendu. La Terre sait qu'on est parti. Elle sait où on allait. Si on envoie un signal, on sera retrouvé. Dans combien de temps? Demanda Raphaël. Sa voix était neutre, presque douce. Ce qui voulait dire qu'il était en désaccord fondamental mais qu'il choisissait la méthode plutôt que l'affrontement. Difficile à dire. 2 ans. Peut-être 5. Et si on déclenche une nouvelle catastrophe en manipulant une technologie qu'on ne comprend pas? Si on réveille les occupants des capsules sans savoir ce qu'ils vont trouver? Si on utilise ces cristaux sur notre système de communication et qu'on provoque une explosion pire que celle du moteur à distorsion? Ce sont des risques calculés, dit Nora. Ce ne sont pas des raisons de rester ici indéfiniment. Je ne dis pas de rester ici indéfiniment. Alors qu'est-ce que tu dis? Raphaël se leva. Il se leva lentement, et quand il parla, il le fit avec la précision mesurée de quelqu'un qui a passé la nuit à organiser ses arguments. Je dis que nous sommes sur la seule planète extraterrestre habitable jamais trouvée par l'humanité. Je dis que sa biosphère est d'une complexité et d'une richesse qui dépassent tout ce qu'on espérait. Je dis que des êtres humains ont vécu ici il y a 500 ans, et que leur présence ici, une présence que personne sur Terre ne connaît, soulève des questions auxquelles nous avons non seulement le droit, mais le devoir de répondre. Et je dis que si nous partons maintenant, si nous concentrons toutes nos ressources sur le retour sans prendre le temps de comprendre ce que cette planète représente, nous commettons la plus grande erreur scientifique de l'histoire de l'exploration humaine. Et si on reste sans chercher à rentrer, dit Nora d'une voix qui était devenue très froide, très précise, on condamne 8 personnes à mourir à 1200 années-lumière de leur famille. Tu peux vivre avec ça, Raphaël? Le silence tomba comme une pierre. Camille regarda ses mains. Lucas regardait le mur. Talia mordait sa lèvre inférieure. Darius, qui ne parlait jamais dans ces moments-là, contemplait son café froid. Gabriel laissa le silence durer. C'était une technique qu'il avait apprise au cours de 20 ans de commandement, laisser les gens entendre ce qu'ils viennent de dire avant d'intervenir. Personne ne parle de rester sans chercher à rentrer, dit-il finalement. Et personne ne parle de partir sans comprendre ce qu'on a trouvé. Ces 2 positions sont des extrêmes. Et les extrêmes sur cette planète, avec nos ressources, nous tueront aussi sûrement que les prédateurs dans la forêt. Il regarda Nora, puis Raphaël, puis chacun des autres. Voici ce qu'on va faire. Zara et Raphaël continuent l'exploration et la documentation des ruines. Talia commence à analyser la technologie des sphères doucement, méthodiquement, sans activation non contrôlée. Nora et Darius travaillent sur l'émetteur avec les cristaux, mais toute modification technique doit être validée par moi avant d'être implémentée. Camille s'occupe des capteurs biométriques sur les capsules, et je veux savoir dans quel état sont ces gens avant qu'on décide quoi que ce soit qui les concerne. Il marqua une pause. On a tout notre temps. Agissons comme si c'était vrai. Nora le regarda un moment. Quelque chose traversa son visage, pas de la colère, pas de la résignation. Quelque chose de plus complexe, de plus intime. Elle hocha la tête et sortit de la réunion sans un mot de plus. Raphaël, lui, attendit que la plupart des autres soient sortis pour s'approcher de Gabriel. Elle a raison, tu sais, dit-il à voix basse. Sur l'urgence. Elle n'a pas tort. Je sais, dit Gabriel. Et moi aussi j'ai raison. Je sais ça aussi. C'est le problème. Chapitre 8. Ce que l'on construit. Les semaines qui suivirent eurent cette qualité particulière des périodes de crise stabilisée, une tension sourde sous la surface d'une quotidienneté laborieuse et presque normale. L'équipage travaillait. L'équipage mangeait, dormait, montait la garde. Et dans les interstices de tout ça, presque malgré eux, l'équipage vivait. Talia et Darius passaient leur journée aux ruines, courbés sur des appareils de mesure et des fragments de technologie ancienne. Ils avaient développé un langage de travail commun, des abréviations, des raccourcis, des codes que seuls comprenaient et une habitude de s'expliquer les choses mutuellement, Talia le software et les systèmes, Darius le hardware et les matériaux, qui produisaient une synergie qu'aucun des deux n'avait anticipée. La première fois que Darius avait ri vraiment, c'était quand Talia avait fait une blague sur un algorithme de décodage qui avait produit des résultats absurdes. Il avait ri, et elle avait levé les yeux, et quelque chose s'était passé dans cet instant-là. Ni l'un ni l'autre n'en parla. Mais les autres virent. Camille vit,
parce que Camille voyait toujours. C'était son métier, lire les corps, les silences, les micro-expressions. Et ce qu'elle observait entre Darius et Thalia était quelque chose qu'elle reconnaissait avec une précision clinique et une chaleur personnelle mélangées. Deux êtres qui se découvrent mutuellement comme si le reste du monde avait légèrement rétréci pour faire de la place à cet espace particulier entre eux. Elle nota mentalement, pas par surveillance, par soin. Les dynamiques romantiques dans un groupe isolé en situation de survie pouvaient être une force ou une fracture. Avec Darius et Thalia, elle penchait pour la force. Ils étaient trop différents pour se marcher dessus, et trop complémentaires pour se perdre. L'autre évolution, elle la surveilla avec davantage d'attention. Pour Raphaël et Zara, ça n'a pas commencé par un éclat de rire ou une évidence immédiate. Tout s'était noué plus discrètement, presque en silence. C'était une nuit tardive, après une longue session d'analyse dans les ruines. Ils étaient rentrés au camp épuisés, trop fatigués pour maintenir les barrières professionnelles qui, jusque-là, les tenaient à distance. Le genre de fatigue qui dessert les défenses sans prévenir. Zara avait évoqué la convergence évolutive, cette idée obsédante que des formes de vie, séparées par des abîmes de temps et d'espace, finissent pourtant par inventer les mêmes solutions. Elle en parlait avec cette intensité tranquille qui la caractérisait. Raphaël avait répondu. Pas pour contredire, mais pour prolonger. Elle avait répondu à son tour. Et la conversation avait continué, naturellement, sans qu'aucun des deux ne cherche à y mettre fin. Ils étaient restés debout sous un ciel chargé d'étoiles inconnues, leur voix basse pour ne pas troubler le sommeil du camp. Peu à peu, la discussion s'était détachée de la science pure, glissant vers quelque chose de plus intime. Moins théorique. Plus humain. Comme si, eux aussi, suivaient une forme de convergence. Camille ne dit rien à personne. Elle attendit. Ce qui se construisait entre ces quatre personnes, dans ce contexte de perte et d'incertitude et d'émerveillement, n'avait pas besoin de commentaires. Il avait besoin d'espace. Pendant ce temps, Nora travaillait. Elle travaillait avec cette intensité particulière qui était sa façon à elle de ne pas penser à certaines choses. Elle avait réussi à intégrer 3 cristaux bleus dans le système d'émission radio, selon un schéma d'amplification que Darius avait théorisé et qu'elle avait redessiné 3 fois avant d'être satisfaite. Le résultat, testé prudemment, avait multiplié la puissance du signal par un facteur 19 nettement au-dessus de ses estimations initiales. Ce n'était pas encore assez pour atteindre la Terre directement. Mais c'était assez pour atteindre les relais interstellaires en bordure du système solaire. Et depuis là, le signal serait automatiquement capté, amplifié, redirigé. La première fois qu'elle avait activé l'émetteur modifié et entendu le signal propre, régulier, puissant, partir dans le vide, elle s'était retrouvée seule dans le poste de communication à fixer l'écran les mains crispées sur la table. Et pour la première fois depuis le crash, quelque chose s'était dénoué dans sa poitrine, quelque chose de petit et de décisif. Elle pensa à sa mère, à l'appartement au volet bleu. Au thé sucré le matin. Elle pensa, j'arrive. Je ne sais pas encore quand. Mais j'arrive. Puis elle se leva, rangea ses outils, et alla aider Raphaël aux ruines. Chapitre 9. Les gardiens. Il les avait vus depuis le début. Lucas était le premier à le savoir vraiment. Pas parce qu'il avait vu plus que les autres, mais parce qu'il regardait différemment. Un pilote d'expédition développe une sorte de conscience périphérique, une attention au mouvement et à l'anomalie qui fonctionne même quand le cerveau conscient est occupé à autre chose. Et depuis le premier soir sur Kepler 442b, Lucas avait noté sans l'articuler des présences qui ne correspondaient pas aux prédateurs félins, ni aux créatures volantes, ni à aucune des autres espèces cataloguées par Raphaël. Des silhouettes. Verticales. Bipèdes. Il les avait vues 3 fois, toujours à distance, toujours dans la pénombre de la forêt, toujours immobiles à la façon de quelqu'un qui observe plutôt que de quelqu'un qui chasse. Des formes qui se déplaçaient avec une économie de mouvement et une fluidité qui n'était pas animale, qui évoquait quelque chose d'intentionnel, de réfléchi. Il avait attendu avant d'en parler à Gabriel. Il voulait être sûr. La certitude vint le 23e jour, au retour d'une patrouille au nord du camp. Lucas s'était arrêté au bord de la rivière pour remplir sa gourde filtrante. Il était seul, une entorse au protocole qui se permettait rarement, mais la zone était connue, la rivière à découvert, le risque minimal. Il s'était accroupi, avait plongé la gourde dans l'eau, et en relevant la tête il avait vu. À 20 mètres, de l'autre côté de la rivière. Un être humain. Ou quelque chose qui s'en approchait suffisamment pour arrêter le souffle. Bipède, d'une stature légèrement supérieure à la moyenne humaine.
Une peau dont la couleur rappelait l'écorce des arbres, un brun rougeâtre profond avec des nuances violacées. Pas de vêtements, mais le corps était couvert d'une fine pigmentation aux motifs géométriques réguliers, pas des tatouages, quelque chose qui semblait naturel, comme les motifs sur les ailes d'un insecte. Un visage qui ressemblait à un visage humain dans son organisation générale, 2 yeux, un nez, une bouche mais dont les proportions étaient légèrement différentes, les yeux plus larges, les pommettes plus hautes, le front incliné vers l'arrière selon un angle qui évoquait quelque chose d'ancien, de préhistorique. Dans sa main gauche, une lance simple, taillée dans un bois sombre. L'être le regardait. Pas avec hostilité. Pas avec peur. Avec cette expression difficile à interpréter qui était peut-être de la curiosité, peut-être quelque chose de plus complexe. Lucas ne bougea pas. Il ne sourit pas, il ignorait si le sourire signifiait quelque chose ici. Il ne parla pas. Il resta simplement où il était, accroupi au bord de l'eau, et il laissa passer le temps. Au bout de ce qui lui parut être une minute mais était peut-être davantage, l'être de l'autre rive inclina la tête sur le côté, un geste lent, délibéré. Puis il fit un pas en arrière. Puis un autre. Et la forêt le reprit, silencieusement, comme si elle ne l'avait jamais rendu. Lucas resta immobile encore une longue minute. Puis il se leva, regarda l'endroit où l'être s'était tenu, et rentra haut sans courir. « Gabriel, dit-il en entrant. Il faut qu'on parle. » Chapitre 10. Le langage des gestes. L'équipage réagit à la nouvelle de la façon dont les équipes scientifiques d'élite réagissaient en général à une découverte qui redéfinit les paramètres de leur situation, avec une combinaison de fascination intense et d'inquiétude soigneusement rationalisée. Gabriel, lui, réagit à la façon dont il réagissait à tout. Il prit le temps de réfléchir avant de parler. « Combien de fois les as-tu vus » demanda-t-il à Lucas. En comptant aujourd'hui, 6. Les 5 premières fois étaient des silhouettes à distance, je n'avais pas de certitude sur leur nature. Là, c'était à 20 mètres, à découvert, une minute complète. Armé. Une lance. Taillée, pas ramassée. Donc un outil façonné. Donc une intelligence technologique basique, au minimum. Hostile? Non. Curieux. C'est différent. Zara ne tenait plus en place. Des hominidés, dit-elle, et sa voix avait pris cette résonance vibrante qu'elle avait quand une idée l'électrisait de l'intérieur. Des êtres qui ressemblent à des humains mais qui ne le sont pas. Des bipèdes intelligents sur une planète à 1200 années-lumière de la Terre. C'est la découverte du siècle. Du millénaire. C'est aussi un risque potentiel, dit Nora. C'est surtout une responsabilité, dit Gabriel. Ces êtres sont chez eux. Nous sommes les intrus. On approche avec respect, avec prudence, et on ne fait rien qui pourrait être interprété comme une menace. Et si ce sont eux qui s'approchent? Demanda Talia. Alors on sera là, dit Gabriel simplement. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. 2 jours plus tard, au petit matin, Camille sortit du vaisseau pour ses relevés météorologiques habituels et trouva, posé sur la pierre plate devant l'entrée du camp, un objet qu'elle n'y avait pas mis. Une sphère, pas une des sphères des ruines, mais une sphère taillée dans le cristal bleu que Darius avait découvert dans la montagne. Polie à la main, parfaitement sphérique, avec sur sa surface des incisions délicates formant des motifs qui n'étaient pas sans rappeler les inscriptions des ruines. Un cadeau. Ou une invitation. Ou les deux. Gabriel l'examina longuement. Puis il la prit, et dit à l'équipe. On prépare une réponse. Ils y réfléchirent toute la matinée. Qu'est-ce qu'on offre en retour à des êtres dont on ignore tous, des codes culturels, des tabous, des valeurs? Trop précieux, et le geste devient menaçant. Trop insignifiant, et il devient insultant. La question occupait Ara et Raphaël avec l'intensité de gens qui savent que la réponse importe vraiment. C'est finalement Camille qui proposa, de la nourriture. Quelque chose de cultivé, pas de chassé pour indiquer qu'on ne venait pas avec la logique du prédateur. Elle prépara un pain plat, fait avec les cultures hydroponiques du vaisseau, et le plaça sur la même pierre avec la sphère en cristal déposée à côté. Le soir, les 2 objets avaient disparu. Le lendemain matin, 2 sphères étaient sur la pierre. Et du côté droit, déposé avec soin, ce qui ressemblait à un fruit violet, légèrement translucide, d'une espèce que Raphaël n'avait pas encore cataloguée. Un dialogue avait commencé. Il dura 7 jours, dans ce langage de gestes et d'offrandes. Et au bout de 7 jours, Gabriel décida que c'était le moment. Il sortit du camp seul, au lever de l'étoile, et s'assit sur la pierre plate. Il avait les mains ouvertes sur les genoux. Il n'avait pas d'armes. Il attendit.
Il attendit 2 heures. La forêt vivait autour de lui, les créatures volantes dans les arbres, le vent dans les feuilles violettes, la rivière au loin. 2 heures pendant lesquelles il s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à ne penser à rien de particulier. Juste à être là. Puis la forêt se tut. Pas d'un coup, progressivement, comme si quelque chose approchait et que les autres créatures le savaient. Un silence qui se propageait depuis la lisière des arbres vers le camp, vague après vague. Puis l'être sortit de la forêt. Le même que Lucas avait vu à la rivière ou un autre qui lui ressemblait. Grand, les motifs géométriques sur la peau captant la lumière de l'étoile orangée, la lance dans la main gauche mais portée à l'oblique, pas levée. 2 autres êtres restaient à la lisière des arbres, immobiles, comme des témoins. L'être s'approcha jusqu'à 5 mètres. Il s'arrêta. Il regarda Gabriel. Gabriel ne bougea pas. Il rendit le regard. L'être s'accroupit lentement, posant un genou à terre, et déposa quelque chose sur le sol devant lui. Puis il se releva et fit un geste de la main, paume vers le bas, mouvement horizontal, lent. Gabriel baissa les yeux vers l'objet. C'était une tablette. D'un métal sombre, parfaitement plate, couverte d'incisions, les mêmes symboles hybrides que sur les murs des ruines, mais organisés ici différemment, en séquences claires. Et au bas de la tablette, une série d'images gravées avec une précision troublante. La première image, un ciel étoilé, et dans ce ciel, un objet allongé qui tombait vers une planète. La deuxième, des silhouettes humaines sortant de l'objet allongé. La troisième, des silhouettes humaines et d'autres silhouettes debout côte à côte, face à face. La quatrième, les mêmes silhouettes humaines couchées dans des capsules. Et la cinquième, la dernière, gravée plus profond que les autres, comme si elle importait plus. Des silhouettes humaines et d'autres silhouettes, construisant quelque chose ensemble. Gabriel regarda la tablette longtemps. Puis il leva les yeux vers l'être debout devant lui. « Tu étais là » dit-il à voix basse, en français, pas parce qu'il s'attendait à être compris, mais parce que parler l'aidait à penser. « Tu étais là quand les autres sont venus. Il y a 500 ans. Et tu nous attendais. » L'être inclina la tête, ce même geste lent qu'avait décrit Lucas. Ses yeux larges ne sciaient pas. Mais il y avait dans son regard quelque chose que Gabriel reconnaissait, malgré toutes les différences, malgré la distance d'espèce et d'histoire, de la patience. La patience de quelqu'un qui a attendu longtemps quelque chose, et qui voit enfin ce quelque chose arriver. Gabriel posa lentement la main sur sa poitrine. « Gabriel, » dit-il. L'être le regarda. Ne répondit pas verbalement. Mais il posa lui aussi la main sur sa propre poitrine. Et dit un son. Un son complexe, guttural et mélodieux à la fois, que Gabriel ne pouvait pas reproduire. Mais il comprit. Il hocha la tête. « Je reviendrai, » dit-il. « Avec d'autres. On apportera des choses. On apprendra. » L'être se releva. Il regarda une dernière fois la tablette sur le sol, puis Gabriel, puis le camp derrière lui. Puis il fit demi-tour et retourna dans la forêt, ses 2 compagnons se fondant avec lui dans les arbres. Gabriel resta assis un long moment sur la pierre. Puis il prit la tablette, la tint dans ses mains, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis l'enfance, sur les toits de Marseille avec son vieux télescope. L'émerveillement pur. Sans mélange. Chapitre 11. Ce que les capsules gardaient. Ara et Talia travaillèrent pendant 3 jours sur le décodage des symboles de la tablette, croisant les inscriptions des murs souterrains avec les séquences nouvelles, construisant patiemment un embryon de lexique qui ne comprenait encore que des dizaines de mots, mais qui suffisait à confirmer ce que la tablette suggérait. Les gardiens, c'est ainsi que l'équipage les avait appelés, faute de mieux étaient les descendants des peuples de cette planète. Pas des êtres venus d'ailleurs. Pas des descendants d'humains perdus. Des autochtones, dans le sens le plus absolu du terme, dont l'évolution parallèle à celle des humains terriens avait abouti à une forme d'intelligence et de société d'une complexité surprenante malgré un niveau technologique qui évoquait le paléolithique supérieur terrien. Mais ils avaient une mémoire. Pas dans des livres, pas dans des bases de données. Dans des histoires. Dans des rituels. Dans les motifs géométriques qu'ils portaient sur leur peau et qui, Zara le comprit progressivement avec une émotion qu'elle eut du mal à contenir, n'étaient pas de simples ornements, c'était une écriture. Une écriture corporelle, transmise de génération en génération, chaque motif portant une signification précise dans un système qui combinait position sur le corps, forme et couleur. Et dans cette écriture vivante, transmise sur des centaines de générations, se trouvait l'histoire de la première mission. Les humains du XXIVe siècle étaient arrivés comme l'Alcubierre était arrivé, tombés,
en catastrophe, déchirés par quelque chose que les inscriptions décrivaient comme le feu du ciel brisé. Ils avaient survécu. Ils avaient exploré. Et ils avaient rencontré les ancêtres des gardiens. Le contact avait été difficile. Long. Mais il avait eu lieu. Et les humains anciens, incapables de réparer leur vaisseau avec les technologies de leur époque, avaient pris une décision extraordinaire, documenter. Tout documenter, leur langue, leur science, leur histoire dans un système compatible avec les capacités des gardiens, pour que si d'autres humains arrivaient un jour, la mémoire soit là. Puis ils s'étaient mis en stase. Avec une technologie qu'ils ne comprenaient pas entièrement, mais dont les plans étaient dans les sphères, transmis par les gardiens eux-mêmes, qui avaient appris des humains autant que les humains avaient appris d'eux. Ils attendaient. Depuis 425 ans. Ce fut Camille qui prit la décision de les réveiller. Ce n'était pas son rôle techniquement, c'était à Gabriel de décider. Mais Camille avait passé des semaines à analyser les biosignes des capsules, à comprendre le fonctionnement du système de stase, à préparer médicalement le protocole de réveil. Et une nuit, seule dans la chambre souterraine avec ses instruments et les 8 silhouettes dormantes, elle avait compris que ces gens n'attendaient pas une décision collective. Ils attendaient simplement que quelqu'un ait suffisamment confiance pour franchir le pas. Elle en parla à Gabriel le lendemain matin. Il réfléchit. Il dit oui. Le réveil ne se fit pas en une fois. Camille réveilla une capsule d'abord, celle de l'homme qu'elle avait vu en premier, dont le médaillon de mission indiquait le grade de médecin de bord. Une précaution professionnelle. Si quelqu'un était capable de gérer le réveil de ses compagnons, c'était quelqu'un qui avait la même formation qu'elle. L'homme ouvrit les yeux au bout de 6 heures de protocole de réveil progressif. Ses premiers mots, dans un anglais légèrement archaïque dans son accent mais parfaitement compréhensible, furent « D'autres sont venus ?» Camille prit sa main entre les siennes. « Oui, dit-elle. Nous sommes là. » L'homme ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait dans son regard quelque chose de difficile à décrire, un soulagement si profond qu'il ressemblait à de la douleur. Combien de temps? 425 ans. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, on espérait moins. Mais on avait prévu plus. Sa voix était calme, presque sereine. Les gardiens, ils sont encore là? Ils sont là. Ils nous ont trouvés. Bien. Il essaya de s'asseoir, et Camille l'aida doucement. Alors on peut continuer. Continuer quoi? Il la regarda avec une expression qui contenait 4 siècles de patience. Ce qu'on a commencé. Ce pourquoi on est vraiment venu ici. Il marqua une pause. Votre capitaine, vous avez un capitaine? Oui. Je dois lui parler. Il y a des choses qu'il faut qu'il sache. Sur cette planète. Sur pourquoi votre agence vous a envoyé ici. Sur ce que l'histoire officielle ne dit pas. Camille le regarda. Ce n'est pas l'agence qui nous a envoyés ici, dit-elle. C'est un accident. Nous devions simplement explorer. L'homme du 24e siècle eut un sourire étrange, pas moqueur, pas amer. Juste, informé. C'est ce qu'on vous a dit. Mais les accidents, à cette échelle, ont rarement l'air de ce qu'ils sont. Épilogue. Le choix. La réunion eut lieu le soir même, dans la lumière orangée du soleil de Kepler 442b qui tombait doucement sur la forêt violette. L'homme du 24e siècle s'appelait Dr Owen Marsh. Il était assis à la table de l'équipage, encore fragile de ses 4 siècles de stase, une tasse de thé synthétique entre les mains, et il parla pendant 2 heures. D'une voix posée, sans dramatisation, avec la clarté de quelqu'un qui a eu très longtemps pour décider comment dire les choses. Il parla de la mission Pégase. De ce qu'elle était vraiment, pas une mission d'exploration, mais une mission de confirmation. Des données avaient été reçues au 24e siècle, via un réseau de radiotélescopes ultrasensibles, qui suggérait la présence non seulement d'une planète habitable à Kepler 442b, mais d'une intelligence. D'une civilisation primitive mais réelle. L'information avait été gardée secrète, les gouvernements de l'époque avaient jugé que l'humanité n'était pas prête à savoir. La mission Pégase avait été envoyée en secret. Pour confirmer. Pour documenter. Pour préparer. La catastrophe avait mis fin à leur capacité de rentrer. Mais pas à leur mission. Vous ne pouviez pas tomber ici par accident, dit Owen Marsh simplement. Pas 2 fois, à 4 siècles d'intervalle, sur la même planète. Quelqu'un, quelque part dans votre époque, savait où vous alliez. Et a choisi de ne pas tout vous dire. Le silence autour de la table était absolu. Ce fut Nora qui parla en premier. Et pour la première fois depuis des semaines, sa voix n'avait plus cette dureté tranchante.
Elle était juste, réelle. S'ils savaient, dit-elle, alors ils vont nous chercher. Ils vont envoyer quelqu'un. Peut-être, dit Owen. Ou peut-être que votre disparition leur convient. Selon ce qu'ils veulent faire de cette information. Alors le signal qu'on a envoyé sera peut-être reçu par les bonnes personnes. Ou pas. Il haussa légèrement les épaules. C'est la question, n'est-ce pas? Rentrer vers une terre dont vous ne savez plus exactement ce qu'elle vous veut. Ou rester ici, où vous savez exactement ce que vous êtes. Gabriel regarda ses mains sur la table. Puis il leva les yeux vers l'équipage, Nora, Raphaël, Camille, Lucas, Zara, Talia, Darius. 8 visages qu'il connaissait mieux maintenant qu'autrefois. 8 personnes qui portaient chacune en elles une réponse différente, et peut-être toutes valides. On ne décide pas ce soir, dit-il. On ne devrait jamais décider des choses de cette taille dans les heures qui suivent une révélation. Il se leva et alla jusqu'au seuil de la tente, regardant l'horizon. Le ciel de Kepler 442b s'embrasait dans des nuances d'orange et de pourpre que nul peintre terrien n'avait jamais imaginées. Les arbres violets frémissaient dans le vent du soir. Quelque part dans la forêt, les gardiens allumaient leurs feux de nuit, on pouvait en voir les lueurs oranges entre les troncs, et entendre, très loin, quelque chose qui ressemblait à un chant. Ce que je sais, dit Gabriel à voix basse, c'est que nous sommes encore en vie. Que nous avons trouvé quelque chose que personne n'avait jamais trouvé. Que des gens nous ont attendus pendant 4 siècles et demi. Et que cette planète, d'une façon ou d'une autre, nous a choisis. Il se retourna vers l'équipage. Ça, c'est déjà une victoire. Il marqua une pause, la même pause qu'au dernier soir du premier mois, mais avec quelque chose de plus, quelque chose qui n'était pas seulement du soulagement. Le reste, on va l'écrire ensemble. Dans la forêt, le chant des gardiens continua. Et au-dessus de la planète bleue et verte, les 2 petites lunes montèrent dans un ciel criblé d'étoiles étrangères, ni hostiles, ni indifférentes. Juste là, patientes. Comme si elles attendaient, elles aussi, de voir ce que ces humains allaient choisir de devenir. Fin de l'histoire.